Nous sommes mercredi 15 novembre, il est 20h et vous regardez le débrief d'Histoire Crépue, une émission en direct sur le Média TV, chaîne 350 de votre Freebox et en replay sur Histoire Crépue sur YouTube. Dans cette émission, on revient sur l'actualité avec une grille de lecture décoloniale, enfin. Aujourd'hui, on est ensemble pendant 1h20. Au programme, on va parler de la tragédie en cours au Congo. Ensuite, on cherchera comment décoloniser l'école et on terminera sur un moment culture avec le musicien Gister, le tout entrecoupé de chroniques jeux vidéo et géopolitique. C'est aussi l'anniversaire de ma maman, donc joyeux anniversaire maman. Bref, j'espère que vous appréciez le programme. Mais avant de commencer, j'aimerais vous partager ma petite analyse du moment médiatique qu'on est en train de vivre. C'est l'édito de Someboy. Générique. Alors. J'ai l'impression que la boussole morale de la France est déréglée. Depuis le 7 octobre, on assiste à une escalade des violences en Israël et à Gaza et on se prend les pieds dans nos propres contradictions. Chaque camp s'accuse mutuellement d'être tantôt nazi, tantôt terroriste, à tel point que dimanche 12 novembre 2023, l'extrême droite participait à une manifestation contre l'antisémitisme pendant qu'une partie de la gauche refusait d'y aller. Alors comment analyser cette situation ? Pour comprendre ce besoin de diabolisation et de condamnation morale, je vous propose de jeter un coup d'œil sur le fonctionnement de notre morale coloniale française. Une morale qui génère une vision du monde très manichéenne avec un camp des gentils, donc nous les occidentaux et nos valeurs de libéralisme et de démocratie, et deux camps de méchants différents. D'un côté, les nazis responsables de tous les abus de la domination occidentale et de la Shoah, et de l'autre, les terroristes qui s'attaquent à l'ordre occidental. Ça peut être des indépendantistes algériens, vietnamiens, des militants anti-apartheid sud-africains ou des islamistes contemporains, même si tous ces mouvements ont des idéologies très différentes, bien sûr. Mais pour comprendre le fonctionnement de cette fameuse morale, retournons dans l'histoire. En 1885, Jules Ferry déclarait à l'Assemblée nationale que les races supérieures avaient le devoir de civiliser les races inférieures. Pour la morale coloniale, la colonisation était un bienfait. La France et le reste des empires coloniaux sont donc dans le camp du bien. Mais les choses dérapent à partir de 1945, quand on comprend l'ampleur du génocide commis contre les Juifs par l'Allemagne nazie, qui devient d'un seul coup le symbole ultime du mal. Pourtant, les colonisés ont un autre point de vue sur la situation. En 1955, dans son discours contre le colonialisme, Aimé Césaire dira « C'est du nazisme, oui, mais avant d'en être la victime, on en a été le complice. Que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absous, on a fermé l'œil là-dessus, on l'a légitimé, parce que jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens. » Après la guerre, les colonisés demandent leur indépendance et la France procède à une répression totale. 1945, les bombardements de Damas en Syrie. 1947, plus de 80 000 morts dans la répression de Madagascar. En même temps, la guerre du Vietnam, les massacres de Sétif et Guelma. Pour obtenir la liberté, les colonisés du monde entier choisissent la lutte armée de libération. Pour la morale coloniale, voilà le deuxième camp du mal, le camp du terrorisme, du séparatisme. Mais du point de vue des colonisés, la situation, elle est toujours plus complexe. Aimé Césaire dira « La colonisation travaille à déciviliser le colonisateur. Chaque fois qu'il y a eu au Vietnam une tête coupée et un œil crevé et qu'en France on accepte, une fillette violée et qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, il y a une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent mais sûr de l'ensauvagement du continent. » La morale coloniale a donc servi à créer un monde extrêmement manichéen qui diabolise d'un côté le nazisme, symbole ultime de l'abus, de la domination, et de l'autre côté, les luttes de libération armée, symbole du terrorisme. Tout ça sans jamais remettre le colonialisme en question. Alors aujourd'hui, la grille de lecture proposée par cette morale coloniale semble obsolète. Comment réagir quand l'extrême droite, historiquement antisémite, participe à une marche contre l'antisémitisme? Aussi, comment réagir quand des mouvements islamistes radicaux utilisent des outils connus pour être ceux des luttes de libération armée?
Tant qu'on reste dans la morale coloniale, on a du mal à comprendre ce qui se joue actuellement et on se contente d'exiger la condamnation d'un Hamas déjà 1000 fois condamné ou d'un gouvernement israélien qui se fout éperdument des condamnations. Alors comment aller plus loin que cette morale coloniale? Je suis sûr qu'on trouvera des pistes en prenant le temps d'étudier l'histoire de l'Empire ottoman, l'histoire du panarabisme, l'histoire du statut des Juifs dans les empires coloniaux français et anglais, l'histoire de la guerre civile libanaise et bien sûr l'histoire de l'anticolonialisme au Proche et au Moyen-Orient. Alors je ne dis pas, bien sûr, qu'il faut oublier les crimes nazis ou minimiser les atrocités du Hamas. Je dis qu'il faudrait peut-être ajouter d'autres éléments à notre grille de lecture pour ne pas rester enfermé dans cette morale coloniale. Pour sortir d'une vision manichéenne du monde, l'histoire nous montre d'ailleurs qu'il n'y a pas de camp du bien et de camp du mal. Il y a toujours des choix politiques dans des situations complexes qui sont elles-mêmes le résultat d'histoires complexes. Et si nous voulons trouver de véritables solutions politiques, il faut être capable d'affronter cette complexité. Alors en tant que Français, ça veut dire assumer nos responsabilités dans le tracé des frontières qui sont à l'origine, par exemple, de beaucoup de conflits au Moyen-Orient. Ça veut dire aussi assumer nos responsabilités dans l'inefficacité de l'ONU, qui n'arrive pas à apaiser cette guerre, alors que nous avons un des 5 sièges au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais sortir de la morale coloniale, c'est aussi accepter de se remettre en question, qu'on soit de droite ou de gauche. Et c'est aussi ne plus penser que l'Occident est à l'origine de tous les problèmes du monde. Ça serait encore une fois faire de l'eurocentrisme. Non, le Moyen-Orient a une histoire de plusieurs siècles qui a été récemment percutée par l'influence coloniale européenne, donc c'est important d'assumer notre part de responsabilité, mais il est encore plus important d'écouter humblement la vision des choses portée par les populations locales. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, je fais des petites analyses comme ça, mais comment on fait ? J'ai envie de dire, premier conseil, ce serait d'arrêter de donner des leçons de morale au monde, première chose. Et deuxième conseil, si vous êtes français, commencez par lire le livre « Portrait du colonisateur, portrait du colonisé », écrit par Albert Memmi, un auteur juif tunisien qui nous aide à comprendre comment la situation coloniale a façonné nos rapports au monde, peu importe qu'on soit de droite ou de gauche. Alors, sortir de la morale coloniale, est-ce que vous y croyez? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Et on continue l'émission. Bonjour Hamzat. Bonjour Samboy. Immédiatement, sans transition. Tu es historien spécialiste du panafricanisme et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une guerre qui se déroule en ce moment même à l'est de la République démocratique du Congo. Une guerre qui dure depuis plus de 10 ans et sur laquelle on est très très mal renseigné. Chaque jour, je reçois des messages de gens qui me demandent où ils peuvent trouver des informations sur la guerre au Congo. Et c'est pour ça que je crois qu'il est urgent de donner des éléments de contexte pour que les gens puissent se faire une meilleure idée de ce qui se passe actuellement. On voit actuellement, pour commencer en fait cette réflexion, j'ai envie de te demander, on va remonter dans l'histoire un petit peu, et est-ce que le conflit actuel qui se déroule au Congo est une conséquence de l'histoire coloniale ? L'histoire coloniale du Congo, elle est hors norme, elle est démesurée, puisqu'en fait, elle est liée à la mondialisation. Donc, c'est au Congo que les Portugais sont arrivés au XVe siècle. Et la majorité des Africains déportés dans les Amériques viennent du Congo. Et sur la partie orientale du pays, la traite arabe également a joué un rôle. Donc, dès cette époque-là, le Congo est un espace qui fait face à des formes de déstructuration. Lorsque la colonisation arrive, on en fait la propriété privée du roi des Belges. Et donc, c'est autour du Congo que s'est joué le partage du continent africain, les règles de partage de l'Afrique. Et on entre dans la deuxième mondialisation, il faut du cuivre, du caoutchouc. Donc, ce sont déjà des millions de morts. On parle au moins de crimes contre l'humanité, voire de génocide. Il y a des débats autour du rôle des agents du roi Léopold II qui permet cette seconde mondialisation, qui permet également un peu plus tard d'avoir accès à l'uranium pour les Américains, qui donne les 2 bombes atomiques et l'entrée dans l'ère nucléaire. Ce qui fait du Congo, au moment de son indépendance, un enjeu éminemment stratégique pour les grandes puissances et en même temps un enjeu très important pour la libération des peuples congolais qui, sous le colonialisme belge, ont été, je dirais, particulièrement opprimés dans un contexte où la Belgique, après la Première Guerre mondiale, récupère également les anciennes colonies allemandes, notamment le Rwanda et le Burundi, et va jouer en fait sur son racisme structurel pour produire des identités ethniques, pour déplacer des populations au niveau justement de l'Est du Congo, donc des populations du Rwanda vers le Congo et inversement. Et ensuite, pour faire en sorte que les indépendances de ces 3 pays, le Congo, le Rwanda et le Burundi, se passent de manière dramatique. Donc ça, c'est un premier élément. L'élément d'actualité, il est lié au fait qu'on est aujourd'hui entré dans une nouvelle ère en termes de ressources stratégiques, en termes de géopolitique.
Et la région des Grands Lacs est essentielle, je dirais, pour justement penser le monde. Et donc la question de l'histoire coloniale est centrale du fait précisément de la problématique des frontières qu'elle a introduite dans cette partie du monde et du fait également des identités qu'elle a construites et qui se sont, je dirais, instillées dans des formes de régime et des formes de pouvoir politique. Donc la dimension coloniale est essentielle pour comprendre ce conflit-là, et elle est d'autant plus essentielle que c'est dans le cadre de l'histoire coloniale que sont apparues les ethnies les plus brutales, que sont les multinationales que l'on oublie régulièrement. Donc du coup, cette histoire coloniale, elle est prégnante. Les contextes même des décolonisations sont porteurs justement de cycles de revanche, de vengeance et de guerre et de conflit et de déstabilisation. Et donc je dirais qu'effectivement, il y a une dimension coloniale dans la guerre qui sévit aujourd'hui à l'est de la RDC. Et donc tu disais très bien que donc, ces ethnies dont on parle aujourd'hui, elles ont été en fait constituées au moment colonial. En fait, c'est les puissances coloniales qui ont vraiment instauré ces ethnies comme entités politiques. Donc on parle souvent des Hutus et des Tutsis dans le contexte de l'Est de la RDC et du Rwanda. On entend aussi beaucoup parler du M23. Les rebelles du M23, c'est un mot qui revient tout le temps quand on parle actuellement du conflit au Congo. Qu'est-ce que c'est que le M23 ? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les catégories, je parle plutôt de catégories qui sont mises en place, Hutu-Tutsi, sont des catégories sociales. On a une même ethnie, c'est-à-dire qui parle la même langue, le Kinyarwanda, et dans le contexte de la colonisation belge et de toute colonisation, il faut diviser pour mieux régner, et donc mettre en avant une minorité à laquelle on va imputer, je dirais, tout un ensemble de stéréotypes, et la faire dominer une majorité à laquelle on va imputer des stigmates. Et cet élément, ce rapport de force entre minorité et majorité, va structurer la vie politique du Rwanda et du Burundi et va connaître, je dirais, un revirement donc au moment du génocide des Tutsis en 1994, qui va marquer en fait la victoire du FPR de Paul Kagame, qui met fin au génocide. Et en 1994, en juillet 1994, le Rwanda est mort, le pays est mort. Il y a des centaines de milliers de victimes, de réfugiés, de rescapés, d'orphelins, etc. Et dans le contexte également des nouveaux enjeux liés à la guerre froide, le régime de Kinshasa, qui est vu comme étant effectivement un soutien du régime génocidaire. Donc Kinshasa au Congo, RDC. Au Congo, RDC, au Zaïre de l'époque, voit arriver sur son territoire des réfugiés, des centaines de milliers de réfugiés, parmi lesquels se trouvent justement des génocidaires, donc Hutus. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'apparaissent, je dirais, les premières formes de déstabilisation armée, de groupes armés, de part et d'autre de la frontière, et la nécessité notamment pour le Rwanda, allié de l'Ouganda, de sécuriser un peu son espace vital et de contribuer donc à la première guerre du Congo, qui va amener au pouvoir donc à Kinshasa Laurent Désiré Kabila, qui est un ancien rebelle opposant notamment de l'époque de Mobutu et de Lumumba. Alors juste pour que les gens comprennent bien, donc là on parle de RDC, donc à l'époque ça s'appelle le Zaïre. Le Zaïre qui va être renommé la République démocratique du Congo, qui est le nom originel au moment de l'indépendance par Laurent Désiré Kabila, qui arrive au pouvoir avec le soutien du Rwanda et de l'Ouganda, dans le cadre en fait d'une grande traversée du pays, au cours de laquelle sont déjà renégociés notamment les contrats miniers. Et dans ce contexte d'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila à Kinshasa, il y a au bout de quelques mois, quelques dizaines de mois, une volonté de rupture vis-à-vis des alliés rwandais et ougandais qui va déclencher une seconde guerre du Congo de 1998 à 2003, qui elle sera une guerre interétatique, où ce sera des coalitions d'États qui vont s'affronter. Et c'est dans le contexte de ces coalitions d'États que se mettent en place des groupes paramilitaires, dont l'un est le RCD Goma, donc un groupe pro-rwandais Tutsi congolais, qui plus tard donnera à la fin de la guerre donc le CNDP avec Laurent Nkunda, donc une autre forme de milice éclatée, dans les contextes notamment d'arrêt de guerre fondé sur la réinsertion des anciens rebelles dans l'armée nationale congolaise et l'impossibilité de constituer une armée nationale congolaise. Et donc le CNDP sera un groupe rebelle issu donc de cet accord. Et en 2009, lorsque le CNDP est mis hors jeu, il y a un accord, le 23 mars 2009, qui est mis en place, qui vise justement à réintégrer les rebelles de ce mouvement dans la vie politique, dans l'armée congolaise, etc. Sauf que cet accord-là, pour les anciens rebelles du CNDP, n'apparaît pas comme étant respecté par le pouvoir de Kinshasa. Et donc en 2012, il relance un nouveau mouvement
qui va prendre le nom de cet accord, le M23, et D'accord. qui va mener effectivement la guerre avec effectivement comme principe idéologique la protection des communautés Tutsis dans l'est de la RDC, tout en sachant qu'on est dans un contexte où l'intérêt du Rwanda est d'assurer sa sécurité nationale et que l'idée d'avoir effectivement une déstabilisation de l'est de la RDC rentre aussi dans ce jeu d'affaiblissement du Congo. Et donc on rentre vraiment dans des guerres par procuration, puisque de l'autre côté, également de la frontière, sont installés les FDLR, des forces démocratiques de libération du Rwanda, qui sont composées notamment d'anciens génocidaires Hutus que le régime rwandais pourchasse dans le cadre justement de la sécurisation de son pouvoir. Donc on a en fait une guerre qui se déplace dans l'est de la RDC, donc la guerre du Kivu, 2004-2009, dans laquelle ensuite le M23 va être actif pendant un peu plus d'une année, puis ensuite être repoussé par les forces congolaises. Et donc pendant 8 ans, en fait, le M23 va un peu rester, je dirais, en marge. Il y aura beaucoup d'autres milices qui vont apparaître entre-temps. Et en octobre 2021, les hostilités vont reprendre dans un contexte également de tensions politiques entre Kinshasa et Kigali, qui sont parfois liés aussi à des rapprochements entre la RDC et l'Ouganda. Donc en fait, on est dans un jeu à trois de déstabilisation dans cette région. Et en arrière-plan, évidemment, il y a la question des matières premières. C'est ça. Et Kigali, donc la capitale du Rwanda. Du Rwanda, exactement. C'est ça. Et donc j'espère que c'est quelque chose de très compliqué. Souvent, on a du mal à justement repérer tous les éléments. Et on se dit, on entend M23, Kigali, c'est pas des territoires, en tout cas pour le public français, auxquels on est vraiment habitué, même si la France a à partir avec toute cette histoire. Et souvent, on pense et on voit des Africains en fait qui se battent entre eux. Et on se demande si c'est simplement un conflit ethnique ou un conflit justement lié aux richesses minières de la région. Comment est-ce qu'on peut rendre ça encore plus complexe? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, en fait, on est sur un conflit transnational qui est lié aussi aux problématiques de frontières, au fait qu'on a des frontières poreuses que dans bien des cas, les États africains n'arrivent pas à réguler ou à gérer, et que les frontières poreuses sont des zones, je dirais, de déstabilisation de pays voisins. Un autre élément, c'est qu'il y a effectivement une dimension de conflit ethnique, dans le sens où on a mis de l'idéologie dans les catégories Hutu et Tutsi. Ce qui fait que ces catégories-là sont vues comme étant... Ouais, l'idéologie, qu'est-ce que tu veux dire? On a mis des représentations, on a produit du racisme, on a produit de la discrimination, on a produit de la haine, qui fait que effectivement le conflit est ethnicisé. Mais dans les faits, ce qui divise effectivement les différents groupes, donc la question, on va dire, ethnique, est effacé par un élément qui les réunit tous, mais absolument tous, c'est la question des matières premières. C'est-à-dire que tout le monde se bat, quelle que soit l'ethnie, quels que soient les intérêts, quelle que soit la position, pour la question des matières premières. Et donc on est dans une économie de guerre qui permet, je dirais, de mettre de l'idéologie dans les identités ethniques et qui permet aussi, je dirais, aux différents belligérants d'entrer dans une guerre de l'information qui vise à rendre les choses le plus opaques possible et faire en sorte que la situation dans l'est du Congo soit vue comme une situation, je dirais, d'implosion, de déstabilisation régulière, tout en sachant qu'il y a aussi d'autres groupes armés qui opèrent. On a les ADF au niveau de l'Ituri, on a la Codeco, on a d'autres milices qui sont également présentes. Donc on est vraiment dans une zone où la question de l'implosion de l'est de la RDC, des Kivu, renvoie à des vieux enjeux de balkanisation du Congo, d'éclatement du Congo, et en même temps de stabilisation de cette région, dans un contexte qui est fortement marqué par des violences interethniques, par des traumatismes de nature génocidaire, et également, je dirais, par une guerre de l'information sur laquelle les puissances internationales jouent également pour opposer Kinshasa à Kigali, nourrir la rivalité entre le Rwanda et l'Ouganda dans le transit justement des matières premières, et aussi jouer sur des rapprochements où on voit bien que les incursions du M23, les déstabilisations sont aussi à relier à la nature des relations politiques entre Kinshasa et Kigali. Et ce sont ces éléments-là, plus un certain nombre de preuves matérielles sur le terrain, comme la manière dont le M23 est organisé, le soutien dont il dispose, et aussi d'autres éléments plus anciens, qui visent à montrer effectivement l'implication des autorités rwandaises dans, je dirais, cette déstabilisation de l'est de la RDC. Et question encore,
pour beaucoup, en fait, que ce soit au niveau donc des dirigeants congolais ou des dirigeants rwandais, on les voit comme les symboles ultimes de la gouvernance ou de la mauvaise gouvernance à l'africaine. Quelle est la responsabilité des élites, en fait, des présidents, des pouvoirs en place, que ce soit au Rwanda, au Congo, puisqu'on sait que ce sont les deux principaux États qui sont impliqués dans ce conflit? Alors, dans le cas du Congo, c'est très compliqué, parce que dès l'indépendance, Patrice Lumumba, qui était un premier ministre légitime, a été renversé. Il y a eu ensuite toute la période liée à Mobutu, qui était l'homme fort des Américains. Donc à cette période, le Zaïre était une puissance africaine, mais soutenue par l'impérialisme et sauvée à plusieurs reprises par des interventions pro-occidentales. Et lorsque Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir, il est dans la volonté effectivement d'opérer une rupture vis-à-vis de ses anciens alliés ougandais et rwandais. Il est assassiné en 2001 et son fils Joseph Kabila, qui à l'époque n'avait même pas 30 ans, est mis au pouvoir. Il sera longtemps vu effectivement comme l'homme de Kigali, comme l'homme des Rwandais. Lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, pareil aussi dans le contexte d'une élection assez particulière, il y a effectivement la responsabilité des autorités, de l'élite congolaise, je dirais, de reprendre en main son pays. Puisque ce qui se passe aujourd'hui à l'est de la RDC se passe sur le sol congolais. Et donc c'est la question de l'autorité de l'État congolais, de la gouvernance de l'État congolais qui se pose. En même temps, Paul Kagame est vu comme quelqu'un de très influent, dont on sait que l'influence dépasse largement les frontières du Rwanda et qui reste sur une même position, à savoir qu'il y a la question des FDLR dans l'est de la RDC qui prévoit ou qui prévoirait un jour de revenir au Rwanda pour le renverser. Et donc tant que cette question n'est pas gérée également par Kinshasa, etc. Donc on est un peu sur un jeu de poker mental, mais il est vrai que la position du Rwanda est très particulière puisque ce pays se permet en même temps d'être le troisième contributeur africain aux forces de maintien de la paix au niveau du continent africain. Donc on a, je dirais, une co-responsabilité des deux gouvernements. Il y a eu des tentatives de rapprochement, il y a eu des tentatives de paris gagnant-gagnant, mais très concrètement se pose du côté de la RDC, comme du côté aussi du Rwanda, la question, je dirais, de l'autorité sur le terrain vis-à-vis de groupes qui parfois n'obéissent pas au cessez-le-feu parce qu'ils sont aussi dans d'autres logiques vraiment beaucoup plus économiques. Donc tant qu'on ne règle pas la question de la guerre économique, la question des ressources naturelles, également le sort des populations dans l'est de la RDC, je pense qu'on ne pourra pas réellement appréhender toute cette problématique qui se pose au niveau de cette région. Oui, en plus, c'est vraiment une région d'où vient le coltan, le cobalt, plein de matériaux qui servent notamment à la transition écologique, notamment pour faire les batteries des voitures, etc. Tout ce qu'on pense de verre, il y a beaucoup de matériaux qui viennent en fait de cette région en guerre. On parle de 6 à 7 millions de réfugiés. Et de manière très rapide, on a bientôt fini, mais pourquoi, d'après toi, la communauté internationale ferme les yeux? Pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas parler? On voit beaucoup aujourd'hui parler de ce qui se passe à Gaza, c'est très médiatisé. Ce qui se passe en Ukraine, ça a été très médiatisé. Et ce qui passe au Congo, on a l'impression que c'est le silence radio, on ne comprend rien, c'est bizarre. C'est le silence radio, c'est-à-dire qu'on voit la situation du Congo comme une guerre en huis clos. Alors la seconde guerre du Congo était présentée comme une guerre mondiale africaine. Je pense que si ce qui se passe aujourd'hui au Congo se passait au cœur de l'Europe, on parlerait d'une guerre mondiale sans aucune difficulté. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est une guerre économique dont profitent les multinationales, dont profitent les grandes puissances, qui se joue sur les ressources du Congo. Et là aussi, je pense qu'il y a, d'une part, une culpabilité, une mauvaise conscience vis-à-vis donc du Rwanda. D'autre part, une guerre de l'information qui amène les puissances occidentales à tenir des positions d'équilibre qui ne se tiennent pas. Et troisièmement, je pense qu'on est aussi dans un revirement puisque depuis une dizaine de mois, un an, on voit de plus en plus d'acteurs qui reconnaissent officiellement que le Rwanda a une responsabilité. On l'a vu au niveau de l'ONU avec des groupes, des rapports de groupes d'experts. On le voit dans les positionnements du président congolais Félix Tshisekedi. Mais néanmoins, il y a aussi cette nécessité de comprendre que la question du Congo, la crise du Congo, la situation du Congo ne date pas depuis 30 ans. Elle est bien plus ancienne. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une perspective beaucoup plus longue sur la question de la mondialisation, sur l'actualité de ce qu'on appelle la transition énergétique qui nécessite effectivement que les ressources du Congo soient sans doute redistribuées ou revues par les puissances impérialistes. Il y a la question de la Chine, dont on parle très peu, également au niveau du Congo, les intérêts israéliens qui sont également présents. Donc tous ces enjeux sont présents et j'ai le sentiment que on veut mettre en avant l'idée d'un conflit uniquement
intra-africain ou interafricain, alors qu'en réalité, on est vraiment au cœur, dans l'épicentre d'un conflit qui a une dimension mondiale, notamment sur le volet économique. Merci beaucoup Hamzat Boukari Yabara. Tu as écrit le livre Africa Unite et collaboré au livre L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de cette tragédie en cours actuellement au Congo. Restez avec nous donc dans la suite de cette émission. On va parler d'un sujet très important. Faut-il décoloniser l'école? Mais avant de répondre à cette question, je vous présente Elia du compte TikTok Géopo Ailelei pour une chronique géopolitique. Dans un discours donné à la télévision française il y a quelques jours, le président Emmanuel Macron annonçait la fin de la coopération militaire entre la France et le Niger. Après le Mali, le Burkina Faso et maintenant le Niger, il semble que les relations entre le Sahel et la France ne sont pas du tout au beau fixe. On en parle tout de suite dans un nouveau point géopo. C'est le point géopolitique. Alors Elia, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est super content de t'avoir. Tu es connu sur TikTok pour tes vidéos de géopolitique et aujourd'hui tu nous as préparé une petite chronique sur les BRICS. Exactement. Alors j'aimerais présenter un terme, la désoccidentalisation du monde. Donc outre le fait que ce soit un mot qui est hyper compliqué à prononcer, c'est un terme qui est de plus en plus utilisé par les experts de la géopolitique et des relations internationales et ils souhaitent présenter un nouvel ordre mondial dans lequel l'hégémonie des États-Unis et de l'Union européenne est beaucoup moins importante pour laisser place à ce qu'on appelait le tiers-monde, donc le Global South, le Sud global, qui devient plus important sur la scène internationale. Et lorsqu'on parle du coup de désoccidentalisation, il y a un acteur qui est très important et qu'il faut mentionner, ce sont les BRICS. Donc à la base, c'est un groupe qui réunissait le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine et qui est devenu une réelle institution à partir de 2011 lorsque l'Afrique du Sud les a rejoints. Et ce qu'ils veulent, c'est une vision commune d'un nouvel ordre mondial dans lequel ces pays ont un rôle à jouer et ont beaucoup plus de pouvoir sur la scène internationale, sortir du cadre normatif de l'ordre international libéral, des politiques interventionnistes qui sont énormément conduites par les États-Unis et de la notion du deux poids, deux mesures. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément avec l'actualité au Proche-Orient où les États-Unis et l'Union européenne donnent un soutien inconsidérable à Israël, alors que ce n'est pas forcément le cas du Brésil, de la Chine et de la Russie. Donc tous ces pays ont des valeurs qu'on dit présumées communes, excusez-moi, donc notamment la question de la souveraineté. C'est des pays qui ont également une histoire coloniale commune, beaucoup en ont été victimes, et ils se disent également humiliés de comment les États-Unis et l'Union européenne les traitent. Et donc, c'est pour cette raison qu'il y a eu un sommet en août 2023 qui a permis l'élargissement de ce groupe avec l'adhésion à partir du 1er janvier 2024 de l'Argentine, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Iran, l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Et donc, cette alliance de nouveaux pays permettra quoi? Notamment qu'aujourd'hui, ils représentent 46% de la planète, un tiers du PIB mondial et 43% des productions mondiales de pétrole. Ce qu'ils veulent et ce qu'ils recherchent les BRICS, ce n'est pas de détruire l'ordre mondial, mais de le réformer, de montrer qu'il y a une possibilité de mettre en place des relations bilatérales entre tous ces pays et tous les pays du Sud entre eux, et sortir de cette logique idéologique qui veut qu'il y ait soit on est avec le Nord, soit on est avec le Sud, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. C'est quelque chose de beaucoup plus nuancé. Il y a aussi le point de vue économique qui est hyper important, car ils souhaitent sortir de l'hégémonie américaine en sortant du dollar, qui est une monnaie de réserve, mais également créer une nouvelle banque mondiale de développement, car avant c'était le FMI, donc le Fonds monétaire international. Mais lorsqu'on intégrait le FMI, il y avait des conditions à respecter, des conditions qui voulaient mettre en place la supériorité des États-Unis, des puissances occidentales, toutes ces conditions qui ne correspondaient pas du tout à ce Global South, tous ces pays du Sud. Donc, en soi, qu'est-ce que c'est que la désoccidentalisation et les BRICS? C'est vraiment, on sort de cette logique de bloc. Les alliances ne sont plus faites par rapport aux questions idéologiques. C'est la stratégie du multi-alignement. Par exemple, l'Arabie saoudite, qui est un grand
ami des États-Unis, fait partie également des BRICS. On a aussi un bloc qui est vraiment très anti-occidental, comme la Russie, l'Iran, etc. D'autres qui sont alter-occidentales, comme le Brésil, l'Afrique du Sud, qui ne veulent pas sortir des alliances avec l'Europe et les États-Unis. Mais en gros, c'est la réelle politique, c'est-à-dire que la morale est plus importante que l'idéologie. Merci beaucoup, Elia. On peut te retrouver sur TikTok, sur le compte Géopo by I Love Lay, pour découvrir tes analyses géopolitiques, fun tout en restant précise. Merci beaucoup pour ton travail. Merci à vous. Et nous, on arrive au sujet central de cette discussion. Faut-il décoloniser l'école ? Générique. Décoloniser l'école, donc on est en discussion aujourd'hui avec Charline, bonjour, de Mon Fils en Rose, bonjour. Mouhamadou, professeur des écoles, créateur de Balance pour la Balance, et Manel Benboubaker, professeur d'histoire-géographie en lycée, et tu es co-autrice de Entrée en pédagogie antiraciste, et tu es aussi, donc un livre qui a été publié chez Shed Publishing que tu as emmené avec toi. Il est là. Et tu es aussi membre de Sud Éducation. Alors l'école, je vais commencer, donc l'école c'est un des piliers de notre République, c'est là que se forme notre regard de citoyen, mais aussi notre regard sur le monde. Pour certaines personnes, l'école c'est un lieu d'émancipation, pour d'autres c'est un lieu où s'entretiennent des inégalités sociales, raciales. Et la question c'est comment améliorer l'école qui nous a formés et dans laquelle nos enfants étudient. Faut-il décoloniser donc l'école? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et donc on va commencer par toi, Manel. Quand tu as su qu'on parlerait de décoloniser l'école, tu as tout de suite pensé à un film. Oui, je voulais réagir sur la déprogrammation par le rectorat de Paris le 12 octobre dernier du film Wardy du cinéaste suédois qui s'appelle Max Grönlund. C'est un film qui est sorti en salle en 2019 et que j'avais personnellement vu quand il est sorti. Et ce film raconte l'histoire d'une petite fille palestinienne, Wardy, qui vit dans un camp de réfugiés à Beyrouth, au Liban. Le réalisateur, il a voyagé énormément au Liban et il s'inspirait en fait de ses voyages et de sa vie dans les camps de réfugiés palestiniens pour écrire son film. Et donc ce film, cette année, il avait été sélectionné dans un dispositif qui s'appelle Collège au cinéma, qui est un dispositif national d'ouverture cinématographique à destination des élèves. C'est un dispositif qui fonctionne très bien. J'ai d'ailleurs fait plusieurs fois Collège au cinéma avec mes élèves. Et en général, on visionne 3 à 4 films dans le cinéma partenaire à côté de notre établissement. Et donc, en fait, ce qui me choque dans cette décision, c'est que cette décision, c'est clairement une censure des voix palestiniennes liées au contexte géopolitique en Palestine. D'ailleurs, je cite le mail qui a été envoyé le 12 octobre, donc 5 jours après l'attaque du 7 octobre. Donc, c'est en raison d'extrêmes tensions internationales et de ses conséquences potentielles sur notre territoire. Et alors que même que ce film qui avait été choisi avait déjà été visionné par les professeurs dans les formations pour préparer les séances dans l'année. Et tout ceci, c'est sous le prétexte de protéger les enfants de l'actualité brûlante. Moi, je voulais réagir sur ça parce que je m'inscris vraiment en faux si on doit parler d'une pédagogie antiraciste décoloniale aujourd'hui. Car c'est en fait en ce moment, dans les moments de crise politique, quand les enfants et les adolescentes ont de nombreuses questions, ont besoin de contextualisation, ont besoin de réponses, qu'on doit en parler davantage et pas du tout de silencer ces questions. Et on sait aussi que le cinéma, ça permet d'humaniser les histoires non blanches, de les rendre universelles. Et donc ça coupe un peu le développement du sentiment d'empathie que pourraient développer des enfants occidentaux français envers les enfants palestiniens. Ça permet aussi de s'emparer de questions compliquées. C'est quoi un camp? C'est quoi une réfugiée? Donc une pédagogie antiraciste décoloniale, c'est d'abord une pédagogie qui considère les enfants, les adolescents, adolescentes comme des sujets politiques. Et en fait, ne pas en parler, ça ne protège pas du tout les enfants, ça ne permet pas de mettre du sens politique, d'avoir une prise sur le réel, de faire en sorte que les élèves commencent à affiner l'esprit critique. Et c'est une manière de contrôler les enfants, en fait, aussi leur pensée. Donc je trouve que c'est très grave. Et il faut savoir, du coup, que certaines académies n'ont pas fait ce choix. Notamment, par exemple, le Val-de-Marne, dans l'Académie de Chrétien, a maintenu le film. Et donc, c'est intéressant de voir que Paris, qui est une académie, donc c'est celle qui a interdit le film, enfin, déprogrammé le film plutôt, c'est l'académie qui a choisi de le faire. Et c'est une des académies les plus clivées à la fois socialement et racialement. Et je trouve que c'est intéressant aussi de le souligner. Ouais. Avant de rebondir sur ensuite ce que tu voulais présenter, Charline, vous avez des choses ça vous fait penser à quelque chose?
Moi, j'ai envie de rebondir sur des expériences, des choses que je vois en classe, justement, mais peut-être que du coup, je peux. Voilà. Parce que pour moi, décoloniser l'école, ça revient à déconstruire. J'aime bien essayer de donner d'autres termes, parce que le terme décoloniser, je crois qu'il fait peur à beaucoup. Voilà. Alors, on parle de déconstruire, mais déconstruire quoi et comment, c'est ça qui est intéressant. À l'école, je crois qu'il y a beaucoup de moyens de faire, et on n'est pas obligé de taper dans le gros avec des petites choses. Si on est en conscience, on peut le faire. Par exemple, on peut très bien déconstruire le rapport qu'on a au temps. Moi, je dis ça parce que dans mes classes, qui sont du coup où j'ai des élèves qui sont beaucoup plus jeunes que les tiens, eh bien, on a pour coutume... Je suis professeur des écoles. Donc, moi, j'enseigne en maternelle et en élémentaire jusqu'au CM2. Donc, mes élèves ont au maximum 10-11 ans. Mais dans les petites classes, et que j'appelle les petites classes en élémentaire, CP, CE1, on a pour coutume de ne pas, par exemple, souvent, lorsque je passe dans les classes, de ne pas écrire la date entièrement. On va écrire le jour, on va écrire le numéro, on va écrire le mois, mais on ne va pas écrire 2023, par exemple, pour ce qui nous concerne. Et ceci, pourquoi? Pour des raisons mathématiques. Parce qu'au niveau des programmes, on est censé s'arrêter dans certaines classes jusqu'à 999. Pourtant, 2023, c'est un nombre que les élèves voient en dehors de la classe, en réalité. Et du coup, prendre ce parti pris-là, c'est comme si on faisait en sorte, en fait, de penser l'école comme un lieu qui était en dehors de la société, en dehors du monde dans lequel pourtant ces élèves vivent au jour le jour. Lorsqu'on dit 2023, alors ils ne sont pas capables de décomposer le nombre de manière mathématique, par contre ils le comprennent très très bien. Et ils seront les premiers à faire le décompte à la fin de l'année, le 31 décembre, pour passer en 2024. Donc pourquoi le leur cacher? Et lorsque on écrit 2023 avec eux, on écrit la date en entier, encore une fois, sur de petits exemples, ce qui se passe, c'est qu'on va attiser leur curiosité. De la même manière qu'ils vont demander mais d'où vient mercredi? Le mot, d'où est-ce que ça vient? D'où vient novembre? Ça a bien une origine. Au bout d'un moment, ils vont demander, mais d'où vient 2023? Et là, ça va être l'occasion de déconstruire le rapport au temps qu'on a. Parce qu'on sait, nous, en tant qu'adultes, que le rapport au temps qu'on a ici, maintenant, c'est un rapport qui est colonial, basé sur le calendrier judéo-chrétien. Voilà, mais d'autres civilisations ne pensent pas pareil. D'autres parties du monde ont un autre rapport au temps, et c'est intéressant de le constater aussi. Déconstruire, ça ne veut pas dire, parce que je sais aussi que certains pensent que ça veut dire remplacer. On n'est pas sur le remplacement, on est sur la mise en lumière d'autres réalités, parce qu'elles existent aussi et il ne faut pas les ignorer. Si on les ignore, on ne rend service à personne. Et le but, c'est de fabriquer, j'ai envie de dire, des citoyens éclairés. Ça commence au plus jeune âge avec de petites choses comme ça. Donc voilà. C'est une manière, en fait, de découvrir aussi les différentes manières dont le monde fonctionne. Absolument. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve hyper riche et hyper important et intéressant. Et souvent, malheureusement, quand on essaye de faire découvrir aux enfants comment le monde fonctionne ou les différentes cultures qui existent, on passe par le biais on reproduit des stéréotypes racistes. Et par exemple, Charline, il y a une comptine que tu as trouvée et que tout le monde, je suis sûr, a déjà entendue. Si vous l'entendez, je pense que vous allez tous et toutes la chanter par réflexe. On va en écouter un petit extrait. C'est donc la comptine Ani Kuni. Est-ce que tu peux nous en parler, Charline? Ani Kuni, c'est une comptine qui a été popularisée depuis les années 70 et qu'on continue à chanter auprès de nos enfants depuis la crèche, dans les écoles maternelles, mais aussi dans les écoles primaires, et qui a eu un regain en plus auprès d'une plus grande majorité de la population, puisque c'est aussi un tube de l'été 2021. Et donc, c'est une reprise nostalgique de la part de ces auteurs de vouloir en faire une musique électro sur laquelle on va s'ambiancer, aller danser, aller s'amuser. Les auteurs étaient Polo et Pan. Oui, c'est ça, absolument. Et donc l'idée, c'était de leur dire d'ailleurs, on l'a appris à l'école, nos enfants l'apprennent à l'école, et en fait, on va, par nostalgie. Et c'est là où il y a une vraie problématique, c'est que ces paroles, elles ont un sens, et c'est ni une comptine à la base, et encore moins une chanson pour s'amuser, puisque c'est une prière. C'est une complainte, en fait, de populations natives américaines, et donc qui parlaient de ces périodes justement génocidaires dont on a parlé et qui ont eu qui ont duré un certain temps. Et donc, et véritablement, je peux peut-être vous dire la traduction pour le coup. Alors, je l'ai noté parce que en arapaho, c'est pas ma langue. Et donc Ani Kuni, les paroles, ce sont: Père, ayez pitié de moi,
répété 2 fois, car je meurs de soif, car je meurs de soif. Tout a disparu, je n'ai rien à manger. Tout a disparu, je n'ai rien à manger. Et donc là, on va à l'inverse d'une déprogrammation, on va aller justement apporter du grain à moudre sur un imaginaire colonial qu'on continue de transmettre à nos enfants à travers ces nombreuses comptines, notamment à travers aussi des jeux, puisqu'on va avoir véritablement une banalisation d'une histoire coloniale, d'un génocide, d'un écocide. On va se retrouver à jouer dans des cours d'école à ce qu'on appelle les cow-boys et les Indiens. Cette banalisation, elle commence par la terminologie même du terme indien. Ça fait 500 ans c'est une erreur. Et on le sait maintenant, tout le monde le sait. Les Indiens sont des ressortissants et des ressortissantes de l'Inde. Voilà, Christophe Colomb s'est trompé. Voilà. Hein, il faut le dire une bonne fois pour toutes. Non seulement il n'a pas découvert ce territoire, il est arrivé par hasard, et en plus il s'est trompé. Voilà. Au bout de 500 ans, il faut qu'on commence à le dire. Et donc, ces enfants continuent, à travers tout un imaginaire de comptines, de jeux, à reproduire ça. Et c'est reproduire des oppressions coloniales. On sait qui a gagné dans le jeu des cow-boys et des Premières Nations. Donc, voilà, personne, tu en parlais tout à l'heure dans ton édito, c'est que personne n'irait dans les cours de récré jouer aux nazis et aux juifs. On sait qui a gagné, on sait les massacres. Et donc, c'est inimaginable. Et donc, on ne voit pas pourquoi on autoriserait ça avec nos enfants, en fait, de leur dire, alors moi, on m'a déjà opposé, hein, oui, mais c'est ludique, non, en fait, c'est pas drôle du tout. C'est-à-dire que ça va jusqu'au déguisement, on peut glisser sur l'appropriation culturelle, mais ce sont vraiment des marques traditionnelles, des peuples qui ont souffert, qui ont été massacrés, qui aujourd'hui ne sont même plus propriétaires de leur propre terre. Donc il y a vraiment une prise de conscience, là on disait, hein, sur des petites choses, comme tu le disais, sur de l'ordre du jeu, mais qui transmettent beaucoup plus que simplement du jeu. Voilà. Merci pour ces premières pistes de réflexion. On va poursuivre cette discussion dans 5 minutes. On prend juste le temps d'écouter une chronique jeux vidéo présentée par Tubercule Oursidae, qui est membre du collectif Afro-Gameuse. C'est la chronique de Tubercule. Tu peux nous rejoindre. Alors, salut Tubercule. Donc, tu es membre du collectif des Afro-Gameuses, qu'on peut suivre d'ailleurs sur Instagram. Et toi, on peut te suivre sur Twitch, personnellement, donc sur ton Twitch qui est tubercule@oursidae, si je ne me trompe pas. Tubercule_d'oursidae, effectivement. Ok, super. Et donc, je te laisse la parole pour ta chronique jeux vidéo. C'est super, on a des sujets hyper intéressants. Et là, je m'appelle Tubercule et sur un sujet sur vidéo, c'est génial. Donc du coup, bienvenue dans cette chronique qui s'appelle « Les jeux vidéo auxquels jouer quand le monde va mal et qu'on veut tout cramer ». Donc là, du coup, pour des raisons de temps, il y en aura un présenté. Alors, du coup, c'est un choix tout à fait personnel, il n'y a pas de partenariat commercial ni rien, je tiens à préciser au cas où. Alors du coup, on va parler d'un jeu qui est sorti en -3 avant Covid-19. Du coup, on parlait calendrier, donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc c'est un jeu à la musique assez fort sympathique et entêtante. Donc vous irez chercher éventuellement si vous ne l'entendez pas là. Donc c'est un jeu qui s'appelle Anarcute, du coup qui a un nom tout mignon effectivement. Donc on y joue effectivement un petit lapin ou un petit crocodile, un petit animal mignon, qui vit dans un monde compliqué, sécuritaire. Et du coup, il va rapidement trouver des amis, on va les réveiller et ensemble, ils vont faire une foule pour se révolter par la rue. Du coup, ce qu'on dirige, effectivement, c'est notre foule qui marche sur la rue et qui va se battre pour essayer de libérer la ville. Très mignon. Alors du coup, il ne faut pas sous-estimer les petits animaux mignons, surtout quand ils sont en foule, parce qu'ils peuvent déplacer des montagnes. Donc là, dans le jeu, ils déplacent notamment des voitures, des camions-citernes, des immeubles. Et du coup, on peut les jeter sur la maréchaussée. Parce que forcément, quand on fait une révolution par la rue, du coup, qui est-ce qu'on a en face ? C'est la police. Donc là, on peut voir effectivement un petit agent en rouge bien armé. Donc effectivement, dans le jeu, on va avoir des caméras, des lasers, des policiers bien armés. Le ministère de l'Intérieur, il a eu un sacré budget dans le jeu, donc c'est super. Et voilà. Je me suis perdue.
je me suis perdue, mais ça va revenir. Donc, le ministère de l'Intérieur a eu un super budget pour armer la police dans les rues de quelle ville? Où est-ce que ça se joue? Alors du coup, il y a plusieurs villes. Ça commence par Tokyo, on a Paris, on a Miami, on a une ville dont je n'arrive pas à prononcer le nom. Du coup, je vous laisse aller vérifier. Oui. Et on finit par Anarland, du coup. Très bien. Mais du coup, effectivement. Et c'est un jeu qui se joue sur quelle plateforme alors? Alors du coup, on a sur PC, sur Xbox et sur Switch aussi. Donc il y a effectivement pas mal de choses à faire. Et notamment, dans une des premières missions, du coup, il faut aller casser les outils de propagande. Donc, je ne sais pas si vous avez les images, on a une espèce de plateau d'information en direct avec notamment qui montre les vilains manifestants du coup en train de malmener la police et du coup qui voit en deuxième image le leader devant les policiers en ordre. Du coup, effectivement, c'est une de nos premières missions. Donc c'est un jeu qui est assez mignon, qui est assez drôle et du coup que je vous recommande. Et voilà. Très bien. Ben, merci Tubercule. Je rappelle, c'est ça. On va aller jouer à Anarcute. Je rappelle que tu es membre du collectif des Afro-Gameuses et qu'on peut te retrouver sur Twitch. Donc je te laisse redire ton arrobase Twitch. Tubercule _Oursidé. Et c'est le moment pour nous de reprendre la discussion centrale de cette émission. Faut-il décoloniser l'école? Générique. Nous sommes toujours avec Charline, donc tu es parent d'élèves et tu animes le compte Instagram Mon Fils en Rose. Mohamedou, tu es professeur des écoles et tu animes le compte Balance pour la Balance. Et Manel Ben Boubaker, donc tu es professeur d'histoire-géographie au lycée et membre du syndicat Sudéduc 93 avec lequel vous avez donc publié un livre intitulé Entrée en pédagogie antiraciste qui est publié chez Shed Publishing. Alors, faut-il décoloniser l'école quand elle apprend à nos enfants des comptines racistes et plein d'autres choses? Charline, je crois que tu as un exemple qui t'est arrivé récemment. Oui, totalement. En fait, moi, il y a mon enfant qui rentre. On est à la maison et qui chantonne. Et donc, tout de suite, je fais « Ah, t'as pris une nouvelle chanson ?» Et là... je sens que ça va pas. Clairement, le visage renfrogné. Et donc, Bouchou, c'est comme ça que je l'appelle sur mes réseaux. Une institution. Et qui me dit, mais oui, mais je veux pas la chanter. Je sais pas pourquoi. Et là, il me dit, elle est raciste. Ok, ça s'annonce une bonne soirée. C'est la réalité des soirées. Et donc, en effet, on est sur une comptine comme il en existe tant sur l'Asie. Et donc, dans cet imaginaire colonial, sur l'Est de l'Asie et plus particulièrement sur les Chinois. Et donc, qui centralise toute l'Asie. Alors que, bon, on le rappelle quand même, ce continent va du Japon jusqu'à la Palestine. Donc, il y a de quoi faire. C'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler. Donc, voilà, asiatique ne veut pas dire chinois ou est-asiatique. Et donc, dans cette comptine, on en parle évidemment. Et on retrouve tous les clichés. On va parler de clichés, mais donc stéréotypes et préjugés racistes qu'on peut avoir quand on parle des communautés est-asiatiques, à savoir tout ce qui va être de la petite personne, ce qui va être des petites choses. On retrouve le chapeau conique qui est d'ailleurs plus vietnamien que chinois. Mais d'ailleurs, le nom de la comptine, parce qu'on peut la voir à l'image... Et c'était « Si j'étais chinois ». Et donc, on nous explique que si j'étais chinois, j'aurais un chapeau comme ça, avec donc il faut imaginer les mimiques qui vont avec, c'est-à-dire qu'une comptine va avec une chorégraphie, bien évidemment. J'aurai une maison comme ça pour mimer une pagode. J'aurai un petit chien. Alors, encore une fois, on retrouve ces petites choses, les baguettes, le riz. On évite les yeux. Pour une fois, ce qui est presque un exploit. Mais en même temps, on arrive à ce moment-là où moi j'ai en face mon enfant qui m'explique qu'il a essayé de dire que c'était raciste. Et qu'en fait, les adultes ne l'ont pas écouté, voire ont complètement, évidemment, nié cette partie-là, parce qu'évidemment, ils ne seraient pas en capacité de comprendre ce que c'est le racisme, et en même temps, laissant en face d'autres enfants se tirer les yeux pour imiter l'imaginaire de ce que c'est qu'un Chinois. Et donc, on fait face à une soirée, et donc une semaine ensuite, puisque évidemment ça ne s'arrête pas là, mais où il y a une culpabilité
en fait, d'un enfant qui a même pas 6 ans à ce moment-là, et j'ai pas réussi à expliquer, et en même temps il y avait toute une souffrance qui allait avec, et donc c'est ça aussi. En fait, cette école qui n'a pas été construite et pensée pour une grande majorité, en réalité, de nos enfants et de nos familles, puisqu'on peut aller beaucoup plus largement, et donc qui fait reposer sur des parents racisés, minorisés en général, et sur leurs enfants, un poids de devoir justement accompagner à la déconstruction toute une partie d'un personnel éducatif qui va être dans l'incompréhension parce qu'ils ne sont pas méchants. Mais justement, là, toi, tu parles en tant que parent, et c'est vrai que c'est difficile, quand on est parent, de savoir comment gérer ce genre de problème, surtout quand on n'est pas forcément renseigné ou qu'on n'a pas forcément même le temps d'aller voir les équipes enseignantes. Mais parfois, les équipes enseignantes cherchent aussi à mettre en place des choses. Je crois que Mouhamadou, toi, dans tes classes, tu tentes de faire des choses justement pour cette question de comment on aborde ces multiculturalités qui sont présentes dans les classes, notamment les classes de très petits enfants. C'est vrai. Alors, j'essaye. Je ne dis pas que j'ai des solutions, mais en fait, j'essaye juste de ne pas me défiler. Lorsque l'occasion se présente, je trouve que toute occasion est une bonne occasion. Je vais essayer d'être concret et de donner un exemple. J'arrive dans une classe et dans certaines communes, dans certaines municipalités, on aime à faire ce qu'on appelle un quart d'heure de lecture. C'est-à-dire qu'en revenant de la pause méridienne, déjeuner, les élèves, pour un retour au calme aussi, parce que c'est un bon moyen de découvrir l'outil qui est le livre, eh bien, on leur donne un quart d'heure, 20 minutes pour lire. Parfois, ce quart d'heure de lecture se transforme en lecture offerte, c'est-à-dire que c'est l'enseignant qui va lire quelque chose. Alors moi, j'aime bien parfois demander aux élèves de me trouver un ouvrage. Alors j'arrive sur une classe et je demande à un élève de me donner un livre. Il revient avec une BD, Tintin au Congo. Aïe. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Chouette. Et je lui dis, mais pourquoi ? Il me dit, parce que c'est le pays d'origine de mes parents. Ah, trop bien. Ok. On s'installe et je commence à lire. Et en fait, alors Tintin au Congo, c'est très lointain. C'est relatif, mais c'est très lointain. C'est 1930 à peu près, donc près d'un siècle avant notre ère. Je commence à lire et sur la première planche, il y a cette scène où il y a un chef de cabine qui dit à Tintin voici votre cabine, missier. Quand je dis missier, c'est pas moi, c'est pas mon accent, c'est l'orthographe. Le mot est écrit comme ça. M-I-2-S-I-E, accent grave. C'est-à-dire que même si vous le lisiez, vous seriez obligé de dire missier. Et alors la classe rigole un peu, mais lui, il rigole pas. Il rigole pas parce que du coup, on voit dans ses yeux la dissonance. C'est pas du tout la manière dont moi je parle, c'est pas du tout la manière dont parlent mes parents. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Voilà. Donc on est dans cette situation-là et j'essaie de donner un exemple concret pour que les gens réalisent à quel point ce genre de situation finalement est banal. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fuit la situation ? Moi, sachant ce à quoi je ressemble devant lui, parce que c'est ça aussi, je sais que je suis enseignant de la République, j'ai ce rôle-là, mais je ne peux pas faire comme si je ne ressemblais pas à ce à quoi je ressemble devant les enfants. Donc c'est peut-être encore plus terrible pour lui d'entendre ce genre de phrase avec cet accent-là venant de moi que d'un autre enseignant. Est-ce que je fuis la situation ou est-ce que je saisis l'occasion pour essayer de déconstruire avec l'outil que j'ai ? Parce que la solution, c'est pas je crois, d'après moi, ça n'est pas de fuir, ça n'est pas de reposer l'ouvrage, ça n'est pas de faire comme si ça s'était jamais passé, c'est de parler, parce que c'est réel en fait. À cette époque-là, c'était comme ça et on va parler des stéréotypes et on va parler des clichés et on va déconstruire et on va faire de l'interdisciplinarité parce que du coup sur un ouvrage littéraire on va faire de l'enseignement moral et civique et c'est comme ça je crois qu'on en arrive peut-être à faire en sorte que nos élèves qui sont toujours de futurs citoyens soient des citoyens éclairés parce que finalement pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure on ne leur cache pas la vérité, on leur parle de la vérité avec des mots adaptés, un vocabulaire adapté à leur âge mais on n'essaie pas de les surprotéger de quelque chose qui un jour ou l'autre va les frapper. Ce moment-là, c'était le moment où lui, ça l'a frappé. Mais ça arrivera pour d'autres aussi. Alors si moi je suis là et je peux faire en sorte que ça se passe mieux, eh bien, pourquoi pas ? C'est aussi ça, pour moi, déconstruire l'école, décoloniser l'école. Et je pense que tu auras envie de rebondir immédiatement, Manel, sur tout ça, parce que toi, justement, tu as travaillé au sein du livre « Entrée en pédagogie antiraciste » et au sein de ton travail en général, à penser justement des outils pour aller un peu dans cette direction que Mouhamadou prenait. Oui, j'ai vécu des
des situations similaires à toi en classe, c'est-à-dire des élèves qui se retrouvaient notamment face à des images produites dans les manuels scolaires, notamment en géographie, parce qu'on fait beaucoup de géographie du développement avec des images très victimisantes des populations africaines, etc. Et avec des élèves qui réagissaient violemment à ces images. Et en fait, j'étais comme toi, j'ai dit, en fait, je ne peux pas faire semblant que cette situation n'existe pas, parce qu'en fait, les élèves savent, en fait, c'est leur savoir, sagesse. C'est ce que dit Patricia Collins, pardon, et c'est ça qu'il faut s'appuyer sur ça pour commencer le chemin, justement, pour ouvrir ces questions. Et l'autre chose aussi, du coup, dans notre livre, Entrée en pédagogie antiraciste, c'est un ouvrage collectif avec 26 contributions. Je peux l'avoir? Oui, bien sûr. En même temps, et du coup, c'est aussi qu'on s'est... En fait, on s'est retrouvés dans un syndicat Sud Éducation 93 avec beaucoup de personnel d'éducation non blanc et non blanche, et pas forcément que des enseignantes, mais aussi des AESH, donc des accompagnantes d'élèves en situation de handicap, des assistants et assistantes d'éducation, des personnels non titulaires qu'on appelle contractuels, et qu'on se retrouvait à un moment donné en se disant mais en fait on parle un peu du genre, voilà, à l'école on commence un peu à en parler de ça, mais on parle pas du tout en fait, de comment faire une pédagogie antiraciste. Et en fait, ce livre, c'est l'histoire d'une aventure collective qu'on a fait ensemble, parce qu'en fait, on a fait des stages de formation syndicale, le premier en 2017 au sein de notre syndicat, et on a invité des chercheurs et chercheuses en sciences sociales pour analyser les rouages du racisme systémique à l'école, pour donner aussi des outils de déconstruction, parce que ce stage, il était aussi pour les enseignantes non blanches, mais aussi blanches, qui avaient aussi besoin d'outils. Et on a aussi des pédagogues qui réfléchissent et qui ouvrent des pistes en premier, en second degré, en mathématiques, en histoire géo, en sciences économiques et sociales. Et en fait, on a eu l'occasion, on a fait 3 fois ces stages, en 2017, en 2019 et en 2022. Et on a eu l'occasion, avec Shed Publishing, d'archiver ce moment qu'on a fait ensemble pour le transmettre à un plus grand nombre. Et aussi de poursuivre la réflexion aujourd'hui aussi, parce qu'il y a pas mal d'articles aussi plus actuels. Moi, dans ce livre, j'ai écrit 2 articles à titre personnel. Il y en a un que j'ai coécrit avec ma collègue de sciences économiques et sociales qui s'appelle Maliga Toninyemb, avec qui, dans notre lycée, on a créé un club égalité. Alors, un club égalité, c'est comme un club d'échecs ou de sport sur le temps du midi. Mais nous, en fait, c'est des élèves qui sont engagés, des lycéennes et lycéens engagés sur les questions d'égalité et contre les discriminations. Avec nos élèves, on s'appuie sur les journées de lutte qui sont dans le programme scolaire. Je veux dire, on doit normalement faire le 8 mars, la semaine contre le racisme et l'antisémitisme. Mais en fait, ça se fait jamais dans les établissements. En fait, c'est pas très investi. Et donc, nous, on a décidé de faire ça avec nos élèves dans un espace qui aussi un espace horizontal, c'est-à-dire que les élèves et les professeurs, en fait, on est à égalité dans le débat, dans la construction des actions. On fait des collages, sur les violences sexuelles. Enfin, on fait des débats, etc., etc. Et c'est vraiment un super, un lieu porteur d'espoir. Et je parle aussi dans le livre de ma propre pratique pédagogique, c'est-à-dire moi je suis prof d'histoire-géographie depuis 12 ans en Seine-Saint-Denis. Et j'ai commencé à développer une pratique pour essayer d'intégrer des techniques d'enseignement décolonial en histoire et en géographie pour répondre aux élèves et pour essayer de visibiliser ce qui n'est pas visible dans les programmes scolaires. Alors par exemple, j'ai développé une grille d'analyse des biais racistes des manuels scolaires, que en fait je me suis inspirée d'une grille qui était sur les biais sexistes, et du coup je l'ai adaptée, elle est dans ce livre, et ça permet aussi de choisir des manuels moins orientés que d'autres. J'ai toute une réflexion sur la géographie, aussi sur les cartographies, puisque alors, dans les manuels scolaires ou même dans les classes, dans les cartes, c'est toujours la même carte, c'est la carte Richter, où en fait l'Europe elle est représentée plus grande qu'elle ne l'est et l'Afrique plus petite qu'elle ne l'est. Et ça c'est un discours, c'est un discours colonial. Il y a aussi un glossaire décolonial, puisque dans les cours, on a toujours dans le vocabulaire colonial du colon. Je vous donne 2 exemples. Guerre d'Algérie, ça c'est le vocable du colon. Les Algériens, Algériennes disent révolution algérienne ou guerre de libération nationale. Il y a aussi Nouvelle-Calédonie partout, alors qu'en fait on doit dire, en plus dans notre position de Français française, de dire Kanaki en fait. Enfin, c'est... Et enfin, la dernière chose aussi, dernière piste, c'est que dans les manuels scolaires, quand on montre les personnes non blanches, on les montre quasiment jamais en position d'expertes.
notamment les historiens, historiennes ou les archéologues en 6e quand on fait ou l'égyptologie. Et en fait, moi, je me suis dit, mais en fait, il faut chercher en fait, ils existent parce que le savoir n'est pas non blanc. Et donc, du coup, maintenant, dans mes cours, je montre des archéologues de toutes les régions du monde et surtout des territoires d'où proviennent aussi les recherches. Par exemple, en Égypte, pourquoi on pense toujours à l'égyptologie comme parce qu'on sait très bien, parce que c'est l'imaginaire colonial que c'est toujours des archéologues blancs, mais en fait aujourd'hui l'archéologie elle se fait principalement par les Égyptiens et les Égyptiennes. Mais merci beaucoup pour ces pistes qu'on peut toutes retrouver donc dans le livre Entrée en pédagogie. Il y a aussi un article en mathématiques super. Ok, voilà, il y a plein de ressources dans ce livre en tout cas. Entrée en pédagogie antiraciste, publié par Shedd Publishing, et donc c'est avec le collectif, en tout cas avec les personnes du syndicat Sud Éducation 93. Et en parlant de livres, il y avait aussi d'autres pistes que tu avais imaginées, Charline. Il y avait un livre notamment de Grassley, juste très rapidement, on a bientôt fini, mais juste dire le nom. L'idée c'est de dire que, en tout cas pour plus jeunes, et donc voilà, déjà je trouve ça, vraiment j'insiste sur ces figures d'autorité, et notamment d'avoir des profs qui sont, que ce soit à tout niveau, qui soient des profs minorisés, comme modèle et qui soient à l'écoute, c'est extrêmement important. Et donc oui, il y a très peu voire pas de... En fait, il n'y a pas de livre documentaire correct sur l'antiracisme et la décolonisation à destination des enfants. J'en ai débunké beaucoup. Et ça va pas. Il y a un article des camarades. Mais pas de support qu'on peut. Beaucoup de parents viennent me voir en me disant est-ce qu'il y a un support, quelque chose. Non, il n'y a pas de baguette magique. En tout cas, pas en français. Et donc l'idée, moi, ce que je propose, c'est toujours de passer par d'autres types de supports qui là aussi en fait sont autant d'opportunités. Et donc ils vont présenter des représentations justes en fait de nos enfants qui vont permettre de construire cette confiance et donc de pouvoir ensuite aussi travailler l'esprit critique. Donc j'avais pensé notamment au dernier album de Grassley, donc Est-ce que tu as faim, qui va travailler sur... qui va démonter un certain universalisme des messages d'amour, mais aussi Fadia et la rivière de Laurent Safou, qui va travailler sur l'imaginaire justement en Afrique de l'Ouest notamment, et qui va changer de ce qu'on a pu avoir dans la BD belge notamment, entre autres. Donc il y a vraiment beaucoup de choses comme ça. J'avais parlé aussi d'Anakaona, de Paola Anakaona, qui est donc cette fois-ci pour un public un peu plus âgé, mais qui va démontrer que les populations qui ont été colonisées se sont toujours battues et n'ont pas juste accepté. Et enfin, si je peux, en effet, je pense aux puissantes, donc de Diaratou Kébé, qui et Marjorie Bourguin, qui donc présentent 26 portraits de femmes francophones qui sont battues parce que les modèles outre-Atlantique, entre autres, c'est bien. Voilà, surtout quand ils ne peuvent pas reparler parce qu'elles sont mortes, mais on a vraiment des portraits de femmes d'hier et d'aujourd'hui sur tous les domaines qui sont là, qui sont francophones, et donc qui sont ces modèles possibles d'autorité et de prise de parole. Charline, Mouamadou, Manel, merci à vous trois d'avoir pris le temps donc, de réfléchir et de nous partager vos outils avec nous sur la décolonisation de l'école. On peut te retrouver, Charline, sur Instagram, donc le compte Mon Fils en Rose, où tu parles justement, tu présentes plein d'outils justement et de livres notamment sur toutes ces questions. Mouamadou, on peut te suivre sur Balance pour la balance, où tu parles de tes expériences de professeur et tu nous partages tes réflexions. Je ne sais pas si tu veux dire un mini truc sur ce que tu fais. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas... je parle de mes expériences, mais il n'y a pas toujours quelque chose de sérieux. Alors oui, il y a un fond aussi, il faut le chercher, mais il y a aussi pas mal d'autodérision. D'autodérision, on va dire ça comme ça. Et je crois qu'il en faut. C'est important de ne pas rester sur des choses trop sérieuses, et de dire dans la forme, ça marche. Oui, voilà. Ouais. Et donc Manel, qu'on peut retrouver dans le livre collectif signé par Sudéduc 93 et intitulé Entrée en pédagogie antiraciste, publié donc chez Shedd Publishing. Et pour terminer cette émission, je vous présente le moment culture décoloniale dans lequel on va accueillir Gister. Il est chanteur, musicien, artiste, vidéaste, chroniqueur radio. Il a 1000 casquettes et un univers époustouflant. On va découvrir ensemble un de ses bangers, Strange Breathing. C'est parti.
on feet, strange breathing. I had a nightmare and an asthma attack. I had to take a nap cause I stayed up all night. 17 missed calls from the same girl, my girl. You had to eat a pizza with her cousin, but didn't hear my phone, it was on the buzzing. She is gonna trip when I call her back, but when I act like that's the aftermath. I know it happens often, I've already been in this situation. Waking up 2 in the morning, shoes on feet, strange breathing, TV stuck on channel 24 is not a nightmare, kids still don't want no war. Mother Nature is in mourning, Hawaiian crow just flew away. Bonjour Gister. Hello. Ça va? Ça va de soi. Alors, ouais, c'est la question que je voulais te poser déjà, c'est comment ça va? Comment tu vas? Écoute, il n'y a rien qui a changé donc, depuis que j'ai 14 ans à peu près. Ok. Donc ça va comme il y a 14 ans. Parfait, parfait. Toujours dans la même énergie. Strange Breathing, qu'on vient de voir un petit morceau de ton clip et de ta musique. De quoi ça parle en fait? Strange Breathing, c'est large, mais il y a un bon chapitre sur mes muses, mes idoles, mes muses, les keufs en fait. Qui m'ont, grâce à qui je suis réalisateur de science-fiction, enfin qui m'inspirent beaucoup c'est pas moi qui ai commencé à les chercher, mais c'est des gens que je sais pas qui ont sûrement voulu que j'en parle dans les années 2023. Ils se sont dit dans le futur ce mec va faire plein de chansons, de films géniaux, en parlant de nous probablement. Donc il faut trouver un moyen de le contacter, donc voilà. Ok, super. Et du coup, la manière dont tu montes tes vidéos, enfin déjà j'ai envie de dire, tu fais de la musique avant tout, ou est-ce que tu fais de la vidéo avant tout? En fait, en vrai, j'ai commencé par le dessin. Ok, d'accord. Avec mes frères, Alexis et Anthony Peskin, tous plasticiens dans la famille, donc je dessinais beaucoup, et puis je me suis mis à la musique après, on va dire vers 8-9 ans, mais sans savoir comment c'était fait. Ouais, c'est tôt en quand même. bidouillant, ouais. Et aujourd'hui, donc, tu chantes, et tu composes avec un groupe aussi sur scène. Ouais. Tu peux nous parler rapidement de ça? Bah ouais, Gister, en fait, c'est donc mon projet, et donc avec le Gister Live Gang, nous avons sillonné la France. Et passionné. Et du coup, j'ai fait ça avec donc oui, des amis, avec également la vidéo, donc en tant que réalisateur avec Anthony Peskin, mon frère. Enfin, je surfe sur les deux sujets. Et ouais, c'est quelque chose qu'on partage, et puis on se retrouve à faire des dingueries. Oui, exactement. Ben justement, le clip qu'on vient de voir, moi, il me fascine vraiment. C'est un peu comme un collage, en fait, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux nous parler de ta méthode de construction? Comment est-ce que tu montes un clip, toi? Alors, ça date de quand en tournée, j'ai commencé à faire pas mal de clips à l'époque, ou dans le hip-hop et tout. Il fallait que dans chaque groupe, qu'il y ait des gens qui soient spécialisés dans quelque chose pour quand on est en indé. Donc moi, je m'occupais beaucoup de l'enregistrement, mon frère de sang, Combo, beaucoup des visuels, et Fibo, de la vidéo. Donc de cette époque-là, on faisait beaucoup de tournages avec ce groupe et d'autres gens. Et en fait, sur les tournages, souvent pour des histoires de gens en retard, de météo, je tombais souvent malade. Et donc du coup, j'ai développé comme ça un personnage. J'en ai eu marre et je me suis mis à faire des trucs sur fond vert. Et le fond vert, c'est magique parce qu'on peut tout faire. Tout est possible, en fait. Du coup, alors j'ai pas... Bon, bien sûr, c'était aussi dans la volonté de cet univers un peu de collage inspiré de Moonwalker, de Ken le Survivant, de tout ça. Mais ensuite, effectivement, c'est le côté art plastique, dessin, qui fait que on filme sur fond vert. Les gens, les objets, pas en même temps. On fabrique des maquettes. Après, donc les décors, c'est des maquettes qu'on fabrique. À la main, vous fabriquez vos maquettes? Oui, à la main, avec Anthony, avec Bérangère Hénin, avec la famille. Et donc on se filme et puis on se met dans ce qu'on veut, en fait. Donc tout ce qu'on veut. Au début, c'était trop premier degré. Donc Strange Breathing, on croit qu'on est dans des vrais lieux. Alors c'est que des maquettes, du coup, maintenant, on les fait un peu plus avec des majorettes et des brocolis et tout. Mais ça reste toujours hyper qualité. Très bien, parfait. Et justement, on voit plein de personnages. Tu as parlé de références, tu as dit Ken le Survivant, etc. Mais il y a aussi des références de personnes vivantes et toujours dans des mises en scène assez loufoques, je trouve. Et en parlant justement de loufoque, tu organises des soirées aussi en non-mixité astrologique. Absolument. Et la prochaine va avoir lieu donc le vendredi 19 novembre à Paris, au quartier général. 17 novembre, pardon, à Paris. Donc c'est vendredi qui arrive, là, le vendredi 17 novembre, au quartier général à Paris. Et on va regarder ensemble le teaser.
Alors tous nos invités sont scorpions, sauf Gister. Gister, vous organisez des soirées en non-mixité astrologique strictement interdites aux scorpions. Déjà pour commencer, les scorpions n'ont pas eu besoin de moi pour se faire cette réputation déjà. Oui, mais vous insinuez qu'il y a une incompatibilité ? En fait, en tant que sagittaire du 17 novembre, je tiens à dire que... Alors je t'arrête tout de suite, 17 novembre, c'est pas sagittaire, c'est scorpion. Comment ça ? T'es scorpion, mec. Déjà, je vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. Donc les Non, mais scorpions on vient de sont- vérifier. Effectivement, 17 novembre, c'est scorpion. Vous êtes scorpion. Vous êtes scorpion. Mais... T'es scorpion, mec. Vendredi 17 novembre, la Zodiac la plus redoutée, la 100% Scorpion, avec Sophie Solivo et Chassol, entrée gratuite pour les Scorpions. La non-mixité astrologique, c'est quoi ce délire ? Alors, il y a des artistes plasticiennes, très bonnes amies qui s'appellent Fabiana Ex-Souza et Béa Gilgacha qui sont sagittaires. Donc on est toutes les trois sagittaires et on faisait des pique-niques où on n'invitait que des sagittaires. Ce qui m'a donné à un moment donné une idée géniale, c'est de faire ça en vrai, en 3D. Donc il y a Étienne du New Morning qui a été... C'est quand tout le monde me prenait pour un illuminé. Vous savez que j'étais un... Oui. Et Étienne du New Morning a cru en ça. Et donc, on a commencé les soirées Zodiac, donc par la soirée Sagittaire au New Morning. Et voilà, non-mixité astrologique. Donc, c'est gratuit. Donc voilà, comme je dis, en juin, c'est gratuit pour les Gémeaux. C'est les invités, donc les musiciennes, les DJ sont que des Gémeaux. Et on passe que des chansons de Gémeaux. Okay. Après, les autres sont bienvenus, sauf les Scorpions. Mais là, c'est la vengeance. Ça y est, c'est la soirée Scorpion, enfin. Oui, parce qu'à chaque fois, les Scorpions étaient bannis de toutes les soirées précédentes. Par sécurité. Ouais, okay. Après, ça dépend. Il y a des, comme votre mère, il y a des gens, des Scorpions très bien. Je suis pas astriste. C'est ça, joyeux anniversaire, maman, encore une fois. Et donc, Rebecca Chaillon et Chassol, qu'on voit apparaître dans cette vidéo de promotion de la soirée, tu joues souvent justement avec des personnes, comme je disais, des références aussi vivantes qui sont dans tes vidéos. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, comment est-ce que tu fais ton casting en fait ? Déjà quand on agit, on fait de l'art comme ça, de manière panafricaine, on rencontre beaucoup de gens, et quand on est dans une petite ville comme Paris, on peut rencontrer ses idoles comme Rebecca Chaillon ou Chassol, et ce sont des gens que j'admire énormément, et Chassol sera à la Scorpion parce qu'il est Scorpion. Okay. Il y aura aussi Sophie Solivo qui est harpiste, chanteuse, chef de chœur, compositrice, géniale. Donc oui, c'est cool on est dans une grande petite ville, un empire qui fait genre c'est un petit pays, mais un méga empire. Mais dans cette petite ville de Paris, effectivement, c'est cool de pouvoir côtoyer des gens comme ça de la scène. Et donc oui, j'hésite pas à leur demander de participer, quoi. Exactement, et les big up. Et du coup, toi, tu fais pas que ces soirées en tant que... Parce que là, tu es un peu DJ, organisateur de soirées, mais tu joues aussi toujours tes concerts, dont tout ce que tu fais avec Strange Breathing, avec ton groupe. Il y a notamment un concert qui va avoir lieu demain, le 16 novembre, au Badaboom. Yes. Et donc, voilà, on invite toutes les personnes qui regardent l'émission à se rendre à ce concert. Donc, merci, Gister, d'avoir été avec nous. On peut te suivre sur Instagram, @Gister. On peut te suivre aussi sur YouTube, sur Twitter. Et ton prochain concert, donc, c'est demain, le 16 novembre, au Badaboom. Et la soirée Scorpion, c'est le vendredi 17 au Quartier Général, à Paris. Yes, merci. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission en entier. C'était le débrief d'Histoire Crépue, une émission où on regarde l'actu avec une grille de lecture décoloniale. On était en direct sur Le Média, la première chaîne d'infos indépendante de France, exclusivement financée par ses abonnés. Offrez et abonnez-vous donc pour une information libre et indépendante à cette chaîne, à partir donc de 5 € par mois sans engagement. Et nous, notre prochain rendez-vous d'actualité, du Média, c'est en direct demain à 13h. Et d'ici là, ne zappez pas pour suivre la suite de nos programmes, que ce soit via le flux 24H24 et sur YouTube ou sur le canal 350 de la Freebox. Alors pour cette émission, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire de cette vidéo pour qu'on puisse améliorer notre prochaine émission. Aujourd'hui, je remercie toute l'équipe technique, Réa Simon qui était à la réalisation, Ivana Altas, la chef d'édition. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines sur Le Média en direct. En attendant, partagez cette vidéo et suivez-nous sur YouTube, Insta, TikTok et sur notre nouveau site internet histoirecrépue.com où vous retrouverez nos vidéos
et nos articles. C'est pas .com, alors c'est .fr, j'ai l'impression. Encore joyeux anniversaire à ma maman et à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!